sur TV5, dans le milieu de la haute couture, les histoires d'amour ne sont pas cousues de fil blanc. Et quand on se déchire, on ne se raccommode pas si facilement. C'est ça, être diva. Patrick Sébastien, c'est le monsieur loyal du plus grand cabaret du monde. Il met votre imagination au défi en vous présentant des artistes qui ont plus d'un tour dans leur sac. Premier ministre à l'époque du scandale de la dioxine, Jean-Luc Dehaene s'est expliqué devant la commission parlementaire. Les sans-papiers ont jusqu'à dimanche minuit pour rentrer leur demande de régularisation, mais certaines communes, dont Scarbeck, ont déjà fermé leurs portes. Bonsoir, Jean-Luc Dehaene devant la commission dioxine, une audition au cours de laquelle il a soutenu les ministres de son gouvernement au moment de la crise. Jean-Luc Dehaene a aussi tenu des propos très critiques vis-à-vis de l'Europe. Marie-Pierre Deguet. Jean-Luc Dehaene était chef du gouvernement au moment où éclate le problème de la dioxine. Pour lui, le ministre de l'Agriculture et de la Santé publique ont agi correctement. Chacun avait dans son domaine assumé ses responsabilités dès qu'il avait disposé des informations officielles et certifiées. Jean-Luc Dehaene soutient ses ministres, mais il ajoute que la médiatisation de la dioxine a amplifié le problème. Qu'est-ce que vous pensez de la manière confidentielle dont les administrations ont géré la crise entre le 28 avril et le 30 mai? Je trouve ça la bonne approche. Et le consommateur n'aurait rien su si le vétérinaire du ministère de l'Agriculture, à la fois expert pour une compagnie d'assurance, avait travaillé dans la discrétion. Sans doute que cela aurait été réglé entre les entreprises par le biais des compagnies d'assurance. L'affaire se serait réglée entre assurance et entreprise et tout était bien comme ça, donc l'honneur était sauve, les entreprises économiques étaient sauves et tant pis pour la santé publique. Mais la crise a quand même éclaté et la Belgique a été sanctionnée par l'Europe. Et des règles ont été inventées et appliquées rien qu'à la Belgique et dont j'ai dû constater en mon étonnement que ces règles n'étaient pas généralisées pour l'ensemble du territoire européen, les secteurs européens. En tant que Premier ministre, il a bien géré la crise ? Je pense qu'il a bien géré la crise, il a fait ce qu'il fallait. Bon, peut-être a-t-il été informé un peu trop tard, mais bon, là, évidemment, ce n'est pas de sa faute. Jean-Luc Dehaene est apparu sûr de lui, mais la crise a-t-elle changé ses habitudes alimentaires ? Je n'ai jamais cessé de manger des poulets, conclut Jean-Luc Dehaene. Le roi, qui souffre d'une sciatique causée par une hernie discale, subira demain une intervention chirurgicale à la colonne vertébrale. Plusieurs méthodes existent, de la plus classique à la plus technologiquement sophistiquée. Gérald Vandenberg.
La douleur qui handicape Albert II part de sa colonne vertébrale. C'est en quelque sorte la suspension de son dos qui est défaillante. Un des coussins amortisseurs, situé entre les vertèbres de la colonne, est abîmé. Un petit noyau, un fragment, s'est échappé. Il coince le nerf sciatique qui passe à cet endroit. Pour y mettre fin, les médecins disposent de plusieurs techniques, mais dans le cas d'Albert II, il semble que l'on se dirige vers une opération chirurgicale classique. Elle consiste à aller par l'arrière de la colonne du patient, réaliser un petit orifice dans la partie postérieure de sa colonne osseuse, en retirant ce que l'on appelle le ligament jaune qui relie à ce niveau deux vertèbres adjacentes, pour pouvoir pénétrer dans le canal médulaire, écarter très précautionneusement la racine du nerf qui, bien sûr, est irritée par la hernie et aller vraiment pêcher la hernie avec une petite pincette, comme vous iriez chercher un petit morceau de gélatine coincé dans ce canal. Des techniques chirurgicales plus légères existent, mais toutes les conditions ne sont pas réunies. Elles ne conviendraient pas au roi. Très souvent, les hernies discales du patient jeune sont faciles à traiter par les thérapeutiques intradiscales pures. La technique chirurgicale convient parfois mieux à des patients d'un âge plus avancé. Cette opération relativement lourde est fréquente, mais demande par la suite plusieurs semaines de lente convalescence. Régularisation des sans-papiers, certaines communes resteront ouvertes ce week-end pour accueillir les personnes qui n'ont pas encore rentré leur demande. À Bruxelles, c'est le cas de 15 communes sur 19. Les 4 autres ont fermé leurs portes cet après-midi, parmi elles Schaerbeek. Véronique Barbier. 203 au guichet 12, 214 au guichet 11. Vous avez appelé combien de personnes comme ça depuis ce matin? Ça fait maintenant 414 personnes. Donc en une journée, c'est un petit peu la cohue. Oui, oui, bien sûr. En tout, 540 personnes ont défilé devant ces guichets aujourd'hui. C'était pour chacune d'entre elles le vendredi de la dernière chance. La plupart sont ressortis avec leur accusé de réception, un bout de papier d'une valeur inestimable. Avoir cet accusé de réception en main, c'est un moment important. C'est le début de la sortie de la clandestinité. Donc, si on a attendu jusqu'à aujourd'hui, c'était parce que il fallait mûrir, c'est une décision vitale. Raison pour laquelle il fallait mûrir. Quand il faut bien faire, mieux vaut tard que jamais. Des accusés de réception comme celui de José Simon, la commune de Schaerbeek en a distribué plus de 1600 en 3 semaines. Elle a déjà renvoyé 300 dossiers à la commission des régularisations. Les autres s'entassent encore dans un coin. La première semaine, ça suivait à peu près 30-40 dossiers. Maintenant, c'est des centaines de dossiers. C'est toute la journée, c'est vraiment à la chaîne. La commune a une semaine pour reproduire chaque dossier en double exemplaire et tout envoyer au niveau fédéral. Mais pour photocopier, il faut des photocopieuses et elles tombent en panne l'une après l'autre. Oh, c'est un peu trop chauffé, ils ont pris 10 000 copies en 4 jours. Comme ça, c'est de nouveau temps pour l'entretien. Et je dois la réparer et faire l'entretien parce que ça va vite maintenant. Un stress qui ne se ressentait pas de l'autre côté des 10 guichets ouverts aujourd'hui. À 16h10, la salle communale se vidait. Elle retrouvait progressivement le calme qui la caractérisait il y a 3 semaines encore. Les CPAS des 19 communes de la région bruxelloise s'interrogent aujourd'hui sur les moyens de subsistance des milliers de personnes qui seront en attente d'une situation légale sur le territoire. Les présidents des CPAS bruxellois estiment qu'il faut leur accorder l'aide sociale à laquelle ils ont droit. Une proposition de loi est sur la table. Ils demandent au gouvernement de statuer le plus vite possible. 35 blessés, dont 5 dans un état grave. Voilà le bilan actuel d'un accident de train à Herentals. Modification de l'assurance incendie selon un projet du gouvernement adopté hier. Cette assurance devra inclure pour tout le monde le risque d'inondation. Le but est de garantir une indemnisation rapide aux victimes d'une catastrophe naturelle. Daniel Fontaine. Jusqu'à présent, les dégâts provoqués par les inondations n'étaient presque jamais couverts par les assurances. Les compagnies réclament en effet des primes astronomiques pour les habitations situées le long des cours d'eau. Les sinistrés ne pouvaient espérer qu'une intervention tardive et partielle du Fonds des calamités. Nous recevons de nombreuses plaintes depuis de nombreuses années des membres de Testacha. Qu'est-ce qu'ils rencontrent comme difficulté, ces membres? Eh bien, le Fonds des calamités a une procédure extrêmement lourde. Il a des délais de fonctionnement extrêmement longs. Et donc, les indemnisations, lorsqu'elles arrivent, se font attendre
attendre très longtemps. Le projet adopté par le gouvernement a pour but de résoudre les difficultés rencontrées par les victimes de toutes les catastrophes naturelles. L'avantage pour les citoyens, c'est que désormais, effectivement, il y aura des délais beaucoup plus courts d'intervention. Il y aura un préfinancement des travaux. C'est couvert donc par une police d'assurance qui intègre obligatoirement ces catastrophes naturelles. Tous les contrats d'assurance incendie prévoiront donc le risque d'inondation, même pour les habitations situées par exemple au sommet d'une colline. Une façon, dit-on, d'établir une solidarité entre tous les assurés. Une solidarité qui passera aussi par le paiement de primes plus élevées. Oui, l'augmentation est inévitable puisqu'il y a un nouveau risque qui est pris en charge selon un mécanisme d'assurance où le prix du risque réparti sur une mutualité d'assurés fait partie du produit, fait partie du service. La nouvelle loi devrait entrer en vigueur l'année prochaine. Ce matin, à Namur, manifestation de 2000 étudiants venus d'écoles professionnelles et techniques. Ils voulaient ainsi exprimer leurs craintes face au projet du ministre Azet de supprimer certaines options techniques. Corinne Gerbinet. Ils étaient 2000 à faire entendre leur révolte ce matin dans les rues de Namur, 2000 élèves de l'enseignement technique et professionnel qui craignent les conséquences du projet de réforme de leur enseignement concocté par le ministre Azet. Un projet qui supprimerait toute une série d'options techniques. On est révolté pour avoir la section technique. Quoi, vous avez peur qu'on supprime votre section? Oui. Supprimer la section technique en coiffure, en boulangerie et en boucherie. Nous ne sommes pas d'accord avec le contenu de cet arrêté. Nous ne sommes pas d'accord avec la philosophie de ce contenu de projet d'arrêté qui calque trop les contenus de l'enseignement technique et professionnel sur les demandes de l'entreprise. Revers de la médaille, les syndicats craignent qu'une spécialisation trop poussée ne transforme les élèves en de simples robots au détriment d'une formation générale et donc d'une certaine ouverture. Dans l'enseignement technique, on apprend non seulement à faire le geste, mais on apprend pourquoi on fait le geste et pourquoi celui-là et pas un autre. Et on apprend aussi tout ce qui se passe sur l'évolution des produits, chose que l'on ne fait pas nécessairement en professionnel, ou du moins pas aussi profondément. Les manifestants entendaient sensibiliser à leur cause les parlementaires wallons qui siègent aussi à la communauté française. Une délégation a été reçue par le greffier du Parlement. Il réclame un moratoire d'1 an au moins sur cet arrêté afin d'associer les écoles à la discussion et de prendre le temps de la réflexion. Le gouvernement de la communauté française s'est mis d'accord sur un avant-projet de décret à propos du congé de maladie des enseignants. Le ministre Iliev propose de revenir à un système où les enseignants pourront capitaliser 15 jours de congé par an jusqu'à un maximum de 182 jours. Isabelle Eusen. Michel Navet est enseignante depuis 32 ans. À la fin de l'année dernière, elle a fait une dépression nerveuse. Les 15 jours de congé maladie par an auxquels tout enseignant a droit y sont très vite passés. Ensuite, elle a dû puiser dans ce que l'on appelle le pot, soit les 60 jours de congé maladie dont un enseignant dispose pour toute sa carrière. Elle est alors en disponibilité. J'ai donc cette année scolaire de 1999 employé mes 15 jours ouvrables. Il me restait quelques jours dans le pot et à un moment donné, je suis arrivée à 0. Alors là, étant malade, je suis passée à 80% de mon salaire. Ce système existe en fait depuis 1995. Cette année-là, le congé maladie est réformé et les profs sont en colère. Ils ont l'impression qu'on les prend carrément pour des carotteurs. Aujourd'hui, on admet que la mesure de l'époque était dure. Peut-être que la mesure est un peu raide, un peu sévère, mais elle était dictée par les difficultés budgétaires extrêmement lourdes. Donc il fallait sauver aussi la communauté française et dès lors également l'enseignement francophone. Yvan Iliev propose aujourd'hui de revenir un peu en arrière. Les enseignants pourront à nouveau capitaliser les jours de congé maladie qu'ils n'ont pas pris, et cela jusqu'à un maximum de 182 jours. La réforme devrait coûter environ 400 millions et réjouir les profs. Moi, je constate, des enseignantes qui sont beaucoup plus jeunes et puis qui débutent avec 60 jours de congé de maladie pour une carrière, mais finalement, c'est aberrant. La réforme pourrait être d'application dès septembre prochain.
Robert Bormans, ce prêtre soupçonné d'actes pédophiles et de malversation financière, a été entendu par la section financière de la BSR de Bruxelles. Il n'a pas été inculpé au terme de cette audition, un dossier sur lequel le parquet n'a pas souhaité faire d'autres commentaires. Depuis 10 ans, Caroline et Christian Glorieux se battent pour que soit reconnue une erreur médicale. Ils estiment que le handicap mental profond de leur enfant est une conséquence de l'injection à sa mère d'un analgésique, la Dolantine spéciale. La responsabilité de la firme pharmaceutique vient d'être mise en cause par l'un de ses anciens directeurs, Thierry Deboc. Geoffrey a aujourd'hui 21 ans, mais le quotient intellectuel d'un enfant de 18 mois. Un handicap dû, selon ses parents et de l'avis de nombreux spécialistes, à l'injection d'un analgésique appelé Dolantine spéciale au moment de l'accouchement. Un produit commercialisé par la firme pharmaceutique Hoechst, qui suite à une fusion a été par après rebaptisé Aventis. Depuis 10 ans, les parents de Geoffrey ont entamé une procédure judiciaire pour que l'erreur médicale soit reconnue. Il se base sur les études cliniques effectuées déjà en 1965 et qui mettaient clairement en garde les gynécologues contre les effets nocifs de la Dolantine spéciale pour le fœtus. Des études confirmées par les plus grands spécialistes belges et internationaux qui établissent clairement le lien entre le cas de Geoffrey et l'injection du produit. Les parents reprochent également à la firme pharmaceutique de ne pas avoir signalé le risque lié au produit. Mieux même, sur sa notice d'utilisation, la Dolantine spéciale était à l'époque recommandée avant tout en obstétrique, c'est-à-dire en gynécologie. Mais jusqu'à présent, ces différents éléments ne semblent pas avoir convaincu les experts. L'administration, nourrisson et contre-individu. Je ne comprends pas ce qui pousse les experts à réagir comme cela vis-à-vis de nous. Je me demande, je pose la question, je vous pose la question, je pose la question au juge. Mais une nouvelle pièce pourrait bien faire pencher la balance du côté des parents de Geoffrey. Un ancien directeur de Hoechst, aujourd'hui prépensionné, vient de leur écrire une lettre dans laquelle il affirme que la firme pharmaceutique a une responsabilité importante dans le drame de Geoffrey. Contacté par nos soins, cet ancien directeur nous a d'ailleurs affirmé que Hoechst ne pouvait pas à l'époque ne pas être au courant des risques en cas d'accouchement. Ce médecin a travaillé, je crois, pendant 17 ans dans cette société basée à Francfort. Et je pense qu'il a eu beaucoup de courage et beaucoup de témérité de dire enfin la vérité. Un élément qui devrait logiquement être pris en considération lors de la prochaine audience, c'est du moins ce qu'osent espérer les parents de Geoffrey. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Duquesne, est monté à bord d'un des appareils dont dispose le détachement appui aérien de la gendarmerie. Ce détachement basé à Melsbroek a effectué l'an dernier une moyenne de 3 missions par jour, dont la plupart en hélicoptère. Parmi ses champs d'action, la prévention de la criminalité, la sécurité routière et aussi la recherche de personnes disparues. Grâce à ce détachement, 8 personnes ont été retrouvées vivantes l'an dernier. Les hôpitaux universitaires peuvent également faire appel à l'appui aérien pour le transport urgent d'organes. Antoine Duquesne a pu constater aujourd'hui l'efficacité de ce service qui souhaite disposer d'appareils supplémentaires. Bonne nouvelle pour les finances wallonnes, ces moyens budgétaires pour l'an 2000 pourront compter sur le report d'une partie du solde de 99. Certaines informations évoquaient la somme de 16 milliards, mais le ministre wallon du budget nuance le chiffre. Pierre Magos. À l'aube de l'année 1999, la région wallonne avait établi le niveau de ses besoins et donc de ses moyens à un bon 190 milliards. Tout compte fait, au 31 décembre, à la fin de l'exercice, elle a constaté qu'il lui restait 15 milliards 800 millions dans ses caisses, le fruit de quelques bonnes surprises du côté des recettes, mais aussi le solde de certains crédits inscrits au budget mais qui n'ont pas ou pas encore été exécutés. Il y aura quelques milliards de positifs en 2000, donc il n'y a pas de surprise, le ciel est sans nuages, mais je ne sais pas aujourd'hui déterminer avec précision ce que l'on pourrait en toute certitude dépenser de plus par rapport à ce qui a été prévu au budget 2000. Autrement dit, tout ce solde budgétaire n'est pas disponible comme tel. Il reste des factures, des créances, des travaux à payer. Pour savoir combien il restera effectivement, chaque ministre wallon va maintenant décortiquer ses comptes poste par poste. Restera-t-il de l'argent pour venir en aide à la communauté française, comme le demande l'opposition sociale chrétienne? Ici, le ministre du budget est réservé. Pour lui, les 3 milliards 300 millions octroyés sur le budget 2000 représentent déjà le geste de solidarité envers la communauté française. Alors avant d'en faire davantage, je crois qu'il faut déjà peut-être consommer ce qui vient d'être octroyé.
d'autant que le gouvernement wallon ne cache pas son souhait de se constituer à nouveau un fonds de réserve. Il veut aussi travailler à son désendettement. C'est seulement alors que le solde de ce report dont on parle tant pourra servir à financer quelques aspects de politique nouvelle. Visite en Hainaut du commissaire européen Michel Barnier, chargé de la politique régionale, ceci dans le cadre de l'après-objectif 1. Jusqu'en 2006, le Hainaut recevra de l'argent européen et wallon. Quels sont les dossiers aboutis, les projets encore à réaliser? C'était le but de cette visite à Senef, Mons, La Louvière et Charleroi. Esmeralda Labi. Visite éclair, mais visite de terrain pour Michel Barnier. En une seule journée, le commissaire européen a tenté de se rendre compte des progrès réalisés par le Hainaut grâce au fonds de l'objectif 1. Il a aussi pu constater que la province a encore besoin d'aide pour rattraper son retard de développement. Un dossier important de 25 milliards sur 6 ans, qui représente d'ailleurs le deuxième plus gros budget de l'Union européenne après l'agriculture. Une seule journée, c'est suffisant pour rencontrer des regards, pour voir des gens, pour écouter des jeunes, pour lire des dossiers où l'on vous parle des projets. Et il y a beaucoup de projets. Et pour peut-être surtout percevoir un état d'esprit qui n'est pas celui du fatalisme, qui n'est pas celui du renoncement. Le programme de la journée s'est articulé autour de 2 axes. La visite d'entreprise à la pointe du progrès médical ou technologique, et la rencontre avec les jeunes. Et pour montrer tout le dynamisme d'une région que l'on ne voit souvent qu'au travers de ses 35% de chômage, le commissaire européen a pu admirer l'ascenseur à bateau de Strépitieux, un chantier gigantesque qui doit favoriser le transport fluvial. Le Hainaut est bien conscient que cette deuxième aide européenne est la dernière, une opportunité à ne pas rater. Les projets qui sont déposés, et n'importe qui peut déposer des projets, il faut que ce soit des projets qui ont des effets démultiplicateurs dans le temps, et ce doit être des projets qui sont véritablement créateurs d'emplois durables. Donc il faut restructurer l'économie et la cohésion sociale dans la province du Hainaut. Très prudent toutefois, le commissaire européen ne s'est engagé sur aucun dossier. Il a juste promis de revenir pour cette fois visiter le Hainaut occidental et le sud de la province. En Autriche, on le sait, les conservateurs et le parti de Jörg Haider négocient pour former un gouvernement de coalition. Ceci soulève de plus en plus d'indignation en Europe et pour cause, les éléments du programme de ce parti le classent sans ambiguïté dans les partis d'extrême droite. Bernard Leplat. Soucieux de rassurer l'Europe, Jörg Haider a renoncé provisoirement à briguer le poste de chancelier. Si son parti entre dans la coalition gouvernementale, il exigera les postes des finances et des affaires sociales. 2 portefeuilles clés pour faire appliquer une politique d'extrême droite qu'il défend depuis 15 ans. En 1986, ce chef d'une organisation de jeunesse devient leader du FPO, le Parti de la Liberté. Son populisme et sa démagogie font merveille au cœur de la classe moyenne autrichienne. Le voilà gouverneur de la Carinthie en 1989 et un premier faux pas. Il fait l'éloge de la politique de l'emploi du Troisième Reich et avoue sa sympathie pour les Waffen-SS. Il est obligé de démissionner pour revenir au même poste l'an dernier. Mais encore que ces déclarations liées à ses actes dans son land, il ferme les écoles bilingues destinées à la minorité slovène. Suite à un cas de tuberculose chez un enfant croate, il propose un test médical pour tous les étrangers. Au niveau national, il suggère une carte d'identité spécifique pour les étrangers. Son programme politique, qui lui a amené 27% des suffrages aux élections d'octobre, diffère à peine de celui des conservateurs. Dans l'immédiat, il faut pourtant rassurer, le chef des conservateurs s'y emploie. Il affirme mesurer les risques qu'il prend et se porter garant de son éventuel partenaire. Des déclarations qui ne convainquent pas grand monde. La Commission européenne se préoccupe du sort des passagers des compagnies aériennes, un sort qui n'est pas toujours enviable. Les retards des avions se multiplient et l'Europe pense que ce n'est pas une fatalité. Yves Tirand. De plus en plus d'avions sont en retard et ces retards sont de plus en plus longs. L'an dernier, plus d'un tiers des vols européens avaient au moins une demi-heure de retard. Il faut dire que l'organisation du contrôle aérien en Europe est un vrai casse-tête. Chaque pays veut rester maître de son ciel et les militaires revendiquent une partie importante de l'espace aérien pour leur usage exclusif. On voit apparaître sur cette carte les zones interdites aux avions civils. En France, elles représentent plus de la moitié du territoire. Or, ces zones réservées sont peu utilisées en pratique. La Commission européenne souhaiterait un meilleur partage.
ce partage est possible. Il y a des États membres dans l'Union européenne qui l'ont déjà fait, en Allemagne et en Finlande notamment, où les différents acteurs militaires et civils se sont mis autour d'une table pour trouver des solutions originales et mettre en place un système d'information qui permettait d'utiliser l'espace aérien réservé aux militaires pour faire passer des avions civils. Parce que par exemple, le dimanche, les militaires ne volent pas. Parce que par exemple, on peut se demander si le week-end, c'est le meilleur moment pour faire des exercices militaires. Je ne crois pas en avoir vu énormément depuis que je suis né. La commissaire européenne au transport, l'espagnole Loyola de Palacio, a réuni hier les gestionnaires militaires et civils des 15 ciels européens. Les militaires étaient venus en civil, un début de rapprochement des points de vue peut-être. L'Europe voudrait que leur collaboration débouche sur des propositions concrètes avant l'été prochain. Ce n'est pas impossible. Aux États-Unis, il y a 2 fois plus de vols qu'en Europe. Pourtant, les horaires sont beaucoup mieux respectés. Les États-Unis, justement, n'ont jamais été en meilleure forme. Voilà ce qu'a affirmé Bill Clinton dans son discours sur l'état de l'Union. L'année politique aux États-Unis s'est donc ouverte sur cet hymne à la prospérité américaine, dans un message où le président a ouvert une voie peut-être royale vers la Maison-Blanche à son dauphin, Al Gore. Thank you very much. Retour chez nous, la ville de Bruxelles va confier la gestion de son musée de la Maison du Roi au secteur privé. C'est une première en Belgique. Une filiale du groupe Suez Lyonnaise des Eaux injectera 100 millions dans la mise en valeur des collections historiques et folkloriques de ce musée situé à la Grand Place. Jean-Paul Dubois. Face à l'hôtel de ville de Bruxelles, la Maison du Roi est un musée idéalement situé. Pourtant, il attire à peine 50 000 visiteurs par an. Il est vrai qu'il fait un peu bric-à-brac. On y trouve côte à côte des maquettes historiques, des primitifs flamands ou encore les costumes de Mannequin Peace. La ville de Bruxelles, après concours international, a décidé d'en confier la gestion à la société Culture Espace, une filiale du groupe Suez Lyonnaise des Eaux. Bien entendu, le bâtiment reste propriété de la ville, les collections restent propriété de la ville et la thématique reste l'histoire de la ville de Bruxelles. Et donc c'est bien un musée de présentation de collections permanentes. Mais le tout est dans la présentation. Il fallait, c'est clair, un coup de jeune à ce musée. Un exemple d'un côté des textes interminables propres à décourager les plus motivés et pas un mot en revanche pour raconter la légende de Notre-Dame du Sablon illustrée sur cette tapisserie du XVIe siècle. Moderniser le musée, on ne demandait pas mieux, clame avec amertume la conservatrice qui dit avoir réclamé argent et personnel supplémentaire depuis plus de 20 ans. Je dirais même que j'ai gâché une bonne partie de ma vie à faire ça. Mais bon, maintenant... c'est le privé qui va le faire. C'est le privé qui va le faire. Et qui injectera 100 millions pour se voir confier la gestion du lieu et des 130 000 visiteurs espérés. La ville de Bruxelles assure en tout cas que le cahier des charges est strict et qu'on ne verra pas demain les néons bleus de quelque firme que ce soit sur la façade de la Maison du Roi. Un mot de sport, à présent, tennis. La finale des internationaux d'Australie verra s'affronter André Agassi et Evgeny Kafelnikov. Celui-ci a en effet éliminé ce matin le Suédois Magnus Norman. Le choc Agassi-Kafelnikov aura lieu dimanche à Melbourne. Fin de ce journal de la RTBF sur TV5. Au revoir et bonne soirée à tous. Ce soir sur TV5, dans le milieu de la haute couture, les histoires d'amour ne sont pas cousues de fil blanc. Et quand on se déchire, on ne se raccommode pas si facilement. C'est ça, être diva. Patrick Sébastien, c'est le monsieur loyal du plus grand cabaret du monde. Il met votre imagination au défi en vous présentant des artistes qui ont plus d'un tour dans leur sac.